Alors on la présente, et à juste titre, comme l'une des plus grandes autrices du XXe siècle, Virginia Woolf, une œuvre, un destin tragique. L'écrivaine est morte à l'âge de 59 ans en se suicidant par noyade. Et c'est justement pour mieux tenter de comprendre qui était Virginia avant de devenir Woolf que nous nous sommes plongés avec délice dans ce roman que vous venez de signer, Emmanuelle Favier. Bienvenue sur le plateau du 64. Tout d'abord, j'aurais une première question. Pourquoi avoir choisi Virginia Woolf? Et puis une petite précision, vous présentez ce livre comme un roman et non comme une biographie. Pourquoi? Oui, alors ça fait deux questions en une. Ça fait deux questions en une. Alors pourquoi Virginia Woolf? Parce que je pense que c'est pour toutes les écrivaines en particulier le modèle de la femme qui s'autorise à écrire, qui est une des premières à s'autoriser à écrire sous son nom, à publier sous son nom, à connaître la notoriété sous son nom. C'est vraiment une passeuse, une ouvreuse de chemin. Donc pour toute écrivaine, c'est une figure absolument essentielle. Qui a peur de Virginia Woolf? Je pense que beaucoup de gens ont peur de Virginia Woolf. Vous parlez du suicide, de la folie, mais c'est d'abord quelqu'un qui avait énormément d'humour. Donc je me suis attachée déjà à reproduire. À explorer ça. Mais je crois que c'est, avant d'être un livre sur Virginia Woolf, c'est surtout un livre sur une petite fille dans l'Angleterre victorienne, de la fin du 19e siècle à ce tournant du siècle si important pour le monde, la politique, la littérature, les arts. Et les femmes aussi. Et les femmes. Une petite fille, comment, quand on est une petite fille dans cette Angleterre très patriarcale, on trouve la force, le courage de devenir soi, de devenir écrivaine, et en l'occurrence de devenir celle qui sera effectivement un des plus grands mythes de la littérature anglaise et mondiale. Alors, c'est une histoire romancée ou une biographie? Comment vous avez fait? Vous avez pu avoir accès à des documents, peut-être au journal intime de Virginia Woolf, car c'est une petite fille qui lisait beaucoup, c'est ce qu'on apprend. Il faut dire qu'elle était baignée, parce que son père était lui-même écrivain, sa mère avait écrit aussi des histoires, baignée donc dans les livres. Mais est-ce qu'elle a écrit très jeune? Justement, ces documents, vous avez pu les consulter? Oui, alors j'ai du mal à trouver un terme qui qualifierait exactement le statut de mon livre. Ce n'est pas une biographie dans le sens où vraiment c'est une exploration poétique, personnelle, subjective, singulière. Voilà. Mais j'ai quand même l'éthique du biographe, c'est-à-dire que j'ai un vrai souci d'exactitude quant au fait que je donne. Et après, il s'agit de remplir les interstices, de mettre de la chair dans tout ça, de la subjectivité pour que chacun puisse s'identifier. J'espère que des gens, j'ai déjà eu quelques retours de gens qui, sans connaître Virginia Woolf, ont pu apprécier le livre. Donc voilà, c'est ce que je cherche à faire. Quant aux sources, je me suis très peu appuyée sur les biographies, si ce n'est pour effectivement vérifier des faits. Je me suis beaucoup appuyée sur effectivement les correspondances, les journaux intimes, puisqu'on est dans un milieu qui écrit beaucoup, tout le monde a écrit ses témoignages. Le père de Virginia a écrit ses mémoires, qui ont été une source énorme pour moi. Et je me suis appuyée sur ses romans. C'est-à-dire que vraiment suivant l'idée selon laquelle, comme je cite une phrase de Georges Perros qui dit que l'écrivain n'est jamais que le nègre de l'enfant qui a tout vécu. Donc j'imaginais que finalement ces romans étaient un témoignage à prendre au pied de la lettre de ce qu'elle avait pu vivre. Donc ça a été une de mes sources principales. Alors on apprend, ou on n'apprend pas pour ceux qui connaissaient plus la vie intime de Virginia Woolf, qu'elle est née de deux parents qui avaient été veufs. Et donc c'était une sorte de famille recomposée dans ce manoir, un peu sombre, on a l'impression, pourtant dans un quartier cossu de la capitale britannique. Une famille recomposée avec beaucoup de vie. Et pourtant on a l'impression, on se pose la question en lisant votre livre, est-ce qu'elle a eu une enfance heureuse, Virginia, qui a eu plusieurs noms, Elle s'appelait Ginia, toute petite, après ça a été Mitch Jan. Une petite fille qui se cherche, en fait, au milieu de toute cette fratrie. Oui, pour moi, c'était important la question du nom. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai appelé le roman Virginia. On est effectivement dans une famille recomposée, une famille marquée par le deuil de tous les côtés. Et puis, ce n'est que le début, puisqu'elle va perdre sa mère quand même très jeune, puisqu'elle est adolescente, puis sa demi-sœur, etc. Donc, d'ailleurs, je vous interromps parce que vous écrivez qu'elle n'a rien ressenti à l'annonce de ses décès. Comment vous c'est ce qu'elle raconte en fait, parce qu'elle a écrit plusieurs témoignages ensuite, beaucoup plus tard, où elle retraçait ces moments-là, en particulier toute sa relation avec sa mère. Bon, après, moi, j'ai brodé, évidemment. C'est pour ça aussi que c'est un travail de romancier, réellement, profondément, pas du tout un travail d'historien. Je ne suis pas spécialiste de Virginia Woolf, je ne me positionne pas du tout à cet endroit-là. Vraiment, c'est le témoignage d'une écrivaine d'aujourd'hui qui s'est permis d'explorer ce compagnonnage. Et donc le prénom de Virginia, c'est très important puisque c'est Virginia avant Woolf et c'est Virginia
laissant derrière elle Stéphane, qui était son nom de jeune fille, le nom de son père, donc avec tout le poids que ça peut représenter. C'est comment on arrive à son prénom, comment on arrive à une identité dans une famille effectivement de 8 enfants, avec des recompositions, des deuils, l'attention n'est pas forcément portée sur soi. Donc après, pour répondre à votre question sur l'enfance heureuse, c'est impossible à dire, c'est très compliqué. Il y a des grands moments de joie qu'elle décrit, notamment à la mer, à Saint-Aigles, en Cornouailles. Voilà, ça, ce sont vraiment de grands moments. Après, on voit se dérouler d'une part, j'étais pas là, des et images d'autre d'un part, film. Hein. Voilà. Et puis, est-ce que ça existe une enfance complètement heureuse? Je sais pas. Après, il y a beaucoup de poids et beaucoup de deuil. Effectivement. On a l'impression qu'elle n'aimait pas son image non plus, parce que malgré une tante qui est morte avant sa naissance, un célèbre photographe, mais du coup une sœur qui a pris un peu la relève en étant photographe, elle n'aimait pas apparaître sur les photos. Non, il y a un culte de la beauté. Elle ne s'aimait pas? Encore une fois, je n'étais pas là et je ne peux que projeter. Finalement, une de mes sources très fortes, ça a été mon intuition et ma subjectivité, et d'essayer tout le temps d'être en empathie avec qu'est-ce que ça peut être que cette petite fille qui vit dans ce milieu-là. Mais comment savoir ce que Virginia Stephen ressentait à ce moment-là? Je n'en saurais rien et personne ne saura jamais. Mais je pense qu'il y a effectivement beaucoup de complexes, on peut le déduire d'un certain nombre d'éléments dans ses livres, et aussi cette pression de l'arbre généalogique, famille très très riche en figures littéraires éminentes, mais aussi pression sur la beauté. Et les femmes, la beauté des femmes dans cette famille est constamment mise en avant, parce que c'est une famille de très très belles femmes, en particulier la mère de Virginia qui avait posé pour les plus grands peintres, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment cette espèce d'injonction à la beauté contre laquelle elle s'est peut-être aussi un petit peu rebellée. Enfin, bon. Alors, il y a aussi, on arrive à la fin de cette interview, mais saluer aussi qu'à chaque fin de chapitre, hein, vous citez les personnalités importantes de l'époque qui naissent à ce moment-là ou qui meurent à ce moment-là, et en rendant à chaque fois hommage notamment à des femmes qui ont compté une sorte de réhabilitation. Je pense à Berthe Morisot, la peintre et épouse de Manet. Vous précisez sur son acte de décès, il y a écrit « sans profession » avec l'œuvre qu'elle a rendue. Bon, aujourd'hui, des expositions lui ont enfin rendu hommage, donc on la connaît, mais il y en a plein d'autres. Donc merci à vous, Emmanuelle Favier, d'être venue dans le 64 pour nous faire découvrir donc, Virginia avant Woolf. Hein. Virginia, c'est le titre de votre livre et c'est aux éditions Albin Michel.